Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche matin et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes dimanche 9 mars et je viens de filmer en fait là ce matin pour mes lectures et j'avais complètement oublié d'ouvrir le vlog. Donc je l'ouvre maintenant. Nous sommes dimanche 8 mars et je vous laisse avec la suite de ce vlog. Nous sommes dimanche matin et j'ai le soleil dans les yeux et j'adore. je viens vous voir parce que je viens de terminer Hollywoodland de Zoé Brisby avec mon beau marque-page de la Monument Valley que Alix, ma copine du club de lecture, m'a fait donner. Donc avec Hollywoodland, nous sommes avec Peg. Peg, elle a un nom imprononçable, Entwistle, qui a été actrice dans les années 30 à Hollywood et dont la mort reste mystérieuse. Voilà, c'est dit dès le départ, on sait voilà, ce qui va se passer et en fait on remonte le temps pour découvrir un petit peu son histoire et les causes de ça. Donc on va être complètement dans le monde des paillettes de Hollywood dans les années 30 avec des noms qu'on connaît très bien comme Katharine Hepburn, comme Cary Grant, comme tout ça, toutes les stars qui ont fait Hollywood. C'est très bien documenté, j'ai beaucoup aimé suivre les aventures de Peg et des autres starlettes, parce qu'on les appelle les starlettes, celles qui font un peu de la figuration. Des zigzags. Oh, c'est bien le nom, bravo. Le milieu des starlettes qui passent leur journée à attendre dans les coulisses, dans les studios de Hollywood pour avoir 1 minute à donner dans un film, 10 minutes pour un texte, 3 minutes de figuration. Et ça, c'est très bien retranscrit. Je pense que Zoé Brisby, elle le dit dans les remerciements et dans les notes, c'est beaucoup appuyé sur des faits réels. Elle décrit aussi un personnage absolument exécrable qui s'appelle Howard, qui est fortement inspiré d'Alfred Hitchcock. Et je m'en suis doutée en fait, il y a une scène qui est assez flagrante et je me suis dit tiens on dirait du Hitchcock, c'est un peu ça, parce qu'Hitchcock était absolument infect avec ses actrices. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté historique, un peu romancé comme elle sait le faire depuis deux romans en fait, et moi je ne la découvre que depuis 2 romans, c'est son 3e du coup que je découvre. Néanmoins, je trouve qu'il est un petit peu en dessous des Mauvaises Épouses et de Dina Miller, parce que je m'attendais à plus. Voilà, je m'attendais à encore peut-être autre chose. Voilà, mais je retiens que c'est quand même une très belle lecture, une très bonne lecture, très agréable, historiquement très bien renseignée, bien écrite, très addictive. Donc ça c'est chouette. Mais il y a une scène à la fin qui m'a paru un peu moins crédible. Néanmoins, quand on lit les notes de l'autrice, il y a du réalisme et quelque chose où on se dit, oh, je sais pas si ça peut exister, si ça peut être possible. Et en fait, bah si, puisque ça a été plutôt démontré. Je peux rien vous dire, je vous spoilerai, mais je vous tease de fou. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon roman, je suis très contente de l'avoir lu. Je lui ai mis quand même 18, hein, les autres c'est 19 et 20, hein, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est vraiment des coups de foudre. Là, c'est un coup de cœur, mais pas un coup de foudre. C'est un petit peu de chambre à côté. Mais voilà, je suis très contente. Maman, est-ce que ça c'est dessiné? Oui, c'est dessiné. Oui. Avec des feutres. Avec des feutres, tout à fait. Donc je lirai autre chose d'elle. Il y a la liste de tout ce qu'elle a écrit. La solitude du gilet jaune, je ne sais pas ce que c'est. L'habit ne fait pas le moineau. Alors voilà, moi je voulais lire soit Plus on est de fous, soit Les Égarés. Faudrait que je demande à Angie parce que je crois qu'elle les a lus tous les deux. Donc je crois qu'elle a adoré Les Égarés. Je crois qu'elle a adoré aussi Plus on est de fous. Si vous avez lu les deux, Plus on est de fous ou alors Les Égarés, dites-moi lequel vous avez préféré et lequel vous me conseilleriez. En sachant qu'avant c'était Michel Lafon. Ah, donc en fait, peut-être même sa ligne éditoriale a changé, parce que là, elle est plutôt dans les romans historiques. C'est visiblement un triptyque américain, avec Les Mauvaises Épouses et Dina Miller, et avec Peg. C'est doucement. 3 héroïnes américaines. Mais j'ai quand même préféré. Vraiment, Les Mauvaises Épouses, ça a été la révélation. Et Dina Miller, la prolongation de la révélation, quoi. Et là, un tout petit peu en dessous, mais je pense que si j'avais commencé par celui-là, je me tape tout seul, j'aurais été hyper heureuse de l'avoir lu, ça aurait été une super lecture. Mais après, j'aurais peut-être découvert Dina et je sais plus le nom dans Les Mauvaises Épouses. Voilà, je pense que j'aurais fait waouh, de plus en plus. Mais c'est quand même une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir lu. Donc merci beaucoup à Albin Michel de me l'avoir envoyé parce que je suis très contente. J'irai la voir en dédicace. Je lui expliquerai parce qu'il faut dire les choses. Parce que j'ai pas envie de dire oh c'était génial, c'était parfait, c'était génial. Bah non, j'ai beaucoup aimé, mais moi personnellement, mon avis c'est que je l'ai trouvé un tout petit peu en dessous de Mauvaises Épouses et de Dina Miller. Voilà, si vous avez lu les deux, lisez celui-là parce qu'il est tout aussi intéressant. Faites-vous votre avis, parce que c'est important, parce que moi c'est un avis hein, sur 10 000 personnes qui vont le lire, peut-être plus, j'espère pour elle. Mais voilà, en tout cas, très bonne lecture, très contente de l'avoir lu. Et maintenant, et ben vous savez quoi?
je vais lire Serena, parce qu'il est court, parce qu'il fait 200 pages et que clairement je peux le lire aujourd'hui et demain. Parce que demain, hop là, je le commencerai peut-être pas demain, je vais voir avec Christelle. On lit ça, Vivre pour les caméras, et comme il se fait aussi 200 pages, mais que c'est un essai, quoique, c'est écrit petit, enfin c'est écrit gros je veux dire. C'est plutôt margé, il y a plutôt des marges, tout ça. Il fait 236 pages, donc ça va. 200 pages, je pense que je peux bien l'avancer aujourd'hui, le finir demain, enchaîner avec celui-là parce que je vais sur Paris avant les cours. Et que je peux le finir mercredi tranquillou parce que j'ai transport, même jeudi au pire c'est pas très grave. Donc ça c'est cool parce que ça c'est pas dans la palle prioritaire, c'est dans la palle non prioritaire. Mais ça fait -1 dans la palle non prioritaire, c'est quand même chouette aussi. Et là ça fera -1 dans la palle prioritaire, donc je suis bien contente. Mettez du rose dans vos vies. Je vais faire une photo, tiens. Full rose pour la journée de la femme d'hier. Et puis voilà, bah écoutez, à part ça, rien de spécial. Aujourd'hui, journée tranquille à la maison, je pense. On va faire plein de trucs, ménage, lessive et compagnie. Il fait encore un peu beau quand même, il y a un peu plus de nuages qu'il y a. Et puis la semaine prochaine est une nouvelle semaine avec plein de nouvelles surprises. Oui. Les garçons très actifs. Donc voilà, je vous reprends demain. Demain. J'ai ouvert le vlog en fait. Pas fini. Je sais même plus si j'ai ouvert le vlog. Est-ce que j'ai dit bonjour, on est tel jour, j'ouvre un nouveau vlog. Peut-être je vous ai ouvert comme ça direct. Je ferai un petit récap avant peut-être. Mardi matin et je vous prends dans les bouchons parisiens pour vous parler un peu de mes 2 dernières lectures. Alors la lecture papier je ne l'ai pas encore finie, je vous en parlerai soit aujourd'hui soit jeudi, qui est une très bonne lecture. C'est un essai qui s'appelle Vivre pour les caméras. Ça se passe dans le milieu de la télé-réalité, ça dénonce énormément de choses, j'apprends beaucoup de choses et je suis un peu sur les fesses de tout ça. J'hallucine, je pensais connaître un peu la télé-réalité et les filons et le business autour de ça, mais je ne pensais pas que ça pouvait aller si loin que ça. Et sinon à l'audio, j'écoute Poussière blonde de Tatiana de René, que j'avais reçu de la part de Adeline d'Albin Michel l'année dernière pour un concours Marceau féminin et que je n'avais toujours pas sorti, qui était dans ma palle non prioritaire mais que je voulais quand même lire parce que ça m'intrigue, je ne connais rien ou presque rien de la vie de Marilyn et du coup je me dis allez pourquoi pas, donc je le passe à l'audio et ma foi je passe un très bon moment. Alors Tatiana de René, j'ai lu, elle s'appelait Sarah. J'ai lu Les Fleurs de l'ombre et le dernier sur Zola, enfin l'avant-dernier je crois, Nous irons mieux demain je crois. Ces 3 histoires que j'avais beaucoup aimées, malheureusement les fins m'ont un petit peu déçue. Donc voilà, c'est pas très grave. Là je le passe donc à l'audio celui-là et ma foi ça s'écoute très bien, comme ça doit très bien se lire aussi. C'est très bien écrit, on suit Pauline qui est une jeune française qui habite dans le Nevada à Reno et qui est femme de ménage dans un grand hôtel qui s'appelle le Mapes je crois. Alors il y a un sujet qui est sous-jacent et qui personnellement moi me touche pas trop, c'est les chevaux, la passion pour les chevaux. J'apprends des choses mais c'est vrai que les chevaux c'est pas un truc qui m'émeut personnellement. Après voilà c'est beau un cheval hein, mais voilà ça s'arrête là. Pour moi en tout cas. Donc ça parle un peu de ça et ça parle beaucoup bien sûr de Marilyn et du Mapes puisque Marilyn avait logé au Mapes dans les années 60 je crois pour le tournage d'un film et là Pauline va se voir chargée de faire la chambre, désolé ça vibre, de nettoyer la chambre en fait de Mrs Miller puisqu'elle a épousé Arthur Miller et Pauline en fait va être la seule à ne pas savoir qui c'est, à ne pas la reconnaître parce qu'elle est complètement méconnaissable au saut du lit Marilyn, sans maquillage, sans coiffure, sans beaux vêtements, tout ça. Et elle va débarquer dans la chambre pour faire le ménage tout simplement et va commencer à taper la discute avec Marilyn sans savoir que c'est Marilyn. C'est très bien, j'aime beaucoup cette perspective de personnage
qui a quand même un passé, hein, parce qu'on apprend pas mal de choses sur son passé au début du bouquin, donc je suis assez accrochée à elle. Et puis en même temps, cette innocence et cette spontanéité de cette petite jeune fille qui va nettoyer la chambre, enfin la suite de Marilyn, j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. Donc j'attends de voir un petit peu où ça va, et c'est surtout que comme je ne connais rien de Marilyn, j'aimerais en savoir plus sur elle. Alors je pense que c'est historiquement bien renseigné. Et néanmoins, je veux quand même peut-être un jour lire la biographie de Joyce Carol Oates qui s'appelle Blonde, mais je sais que c'est un pavé de 1000 pages, donc à voir. Je crois que Maud, les petites lectures de Maud l'avait lu il y a quelques temps, elle avait adoré. Mais voilà, grosse pavasse, donc je ne sais pas, mais je connais rien de la vie de cette femme. Je sais qu'elle a une vie assez terrible, je pense qu'elle a subi des violences conjugales, je crois qu'elle a vraiment pas eu une vie facile niveau show business, tout ça. J'ai l'impression qu'elle a voulu fuir un peu tout ça et que malheureusement elle n'a pas pu. Donc voilà, l'enfer de la drogue et de l'alcool ont fait d'elle, à mon avis, un zombie. Ça a très mal fini. Mais voilà, je m'avance pas trop parce que encore une fois je connais rien. Donc voilà, en tout cas je passe un bon moment pour l'instant. Il me reste 6 heures d'écoute à peu près sur 9, donc c'est pas mal parti. Et je vais continuer, alors ce soir non, demain jeudi soir. Peut-être jeudi soir. Jeudi soir je continue et il sera fini tranquillement la semaine prochaine, parce qu'à partir de jeudi je lis La femme de ménage à l'audio, donc je repasse un autre bouquin à l'audio, et je vais commencer aussi Prête à tout de Joyce Maynard à partir de jeudi. Mais quand j'aurai terminé Vivre pour les caméras, j'enchaîne sur Villa Gloria de Serena Giuliano. Donc autant vous dire que cette semaine la lecture c'est à donf à donf, et tant audio que papier, j'essaie de gérer mon temps et je le gère assez bien. Il y a toujours des gens qui me disent ah, mais comment tu fais pour lire 2 bouquins, 3 bouquins en même temps? Je n'en lis pas 3 en même temps, j'en lis 2 en général en même temps, un audio et un papier. J'ai arrêté de faire des lectures communes. J'en avais fait il y a longtemps, des découpages précis, genre un chapitre par jour. Ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de me plonger complètement dans un bouquin et d'aller du début à la fin avant de passer à un autre, sauf quand je suis à l'audio, mais là c'est différent, je suis en voiture donc je ne peux pas lire, sauf quand je suis dans les bouchons parisiens. Du coup, je peux lire et ou écouter 2 livres à la fois, puisque là pour le coup ce sont 2 livres bien différents. Et j'ai même, alors j'ai un agenda normal, un Google Agenda, et j'en ai un deuxième que j'ai téléchargé exprès pour les lectures. Donc en fait j'ai mon agenda mensuel avec toutes mes lectures, c'est consacré à toutes mes lectures. Donc je sais quand je lis quoi, et ça reste quand même, alors c'est pas méga spontané, mais pour moi ça reste une organisation qui me convient parfaitement. Quand je n'aurai marre je changerai, mais pour l'instant ça me convient. Mon but premier et vraiment mon goal c'est de ne plus avoir de palle, donc le but c'est de lire, de dégommer de la palle. Les 2 livres que j'ai actuellement, et papier et audio, sont des livres de ma palle non prioritaire, donc ça n'a pas fait -1 dans la palle prioritaire. J'en ai 12 je crois là dans la palle prioritaire et 14 dans la non prioritaire. J'aimerais à un moment donné de l'année ne faire qu'une palle, et j'aimerais à la fin de cette année n'avoir qu'une palle, et n'avoir qu'une palle très basse. Je sens que c'est possible, je pense vraiment. Au niveau des rencontres et des salons, il y a les Quais du Polar là début avril. Alors le programme des Quais du Polar est hyper chouette, vraiment super chouette. Mais cette année, il n'y a pas d'auteurs qui me font dire ah waouh, je veux absolument acheter ça, je veux absolument, voilà. Il y a plein d'auteurs qui me disent ah tiens, j'achèterais bien ça, ah tiens j'ai aimé ce bouquin, bah tiens je vais prendre son nouveau, genre Céline Dangean, j'ai envie d'acheter La Mue par exemple, parce qu'il me tente et parce qu'il y a beaucoup eu d'avis positifs dessus. Donc ça me tente parce que j'aime beaucoup ce que fait Céline Dangean, mais c'est pas une priorité. Voilà, s'il y a trop de monde, je me dirais bon c'est pas grave, j'aurai probablement d'autres occasions de la voir, ou en salon ou en rencontre sur Paris, en dédicace, tout ça. Donc ça c'est pour le Quai du Polar. Et puis il y a quand même le gros salon, il y a 2 gros salons moi que je fais, ça va être Créteil en Poche fin juin, et je pense la veille la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe, que c'est 2 rendez-vous que j'attends très avec beaucoup d'impatience, très fortement. Et là, malheureusement, il y a du craquage en général, parce que quand je vois par exemple un auteur comme R.J. Laurie en salon, je ne peux pas ne pas lui prendre de bouquin, c'est pas possible. Donc le R.J. Laurie, le dernier là qui va sortir chez Sonatine, il me le faut, et je veux aussi son avant-dernier qui était sorti chez la maison Héraclès, qui était une petite maison d'édition, qui est un bouquin qui n'a absolument rien à voir de ce qui se fait d'habitude, mais j'ai quand même envie de le lire. Donc potentiellement, je sais qu'il est quelque part en dédicace fin avril, je ne sais pas où, je ne sais pas quand exactement, mais on m'a dit qu'il était en dédicace, donc je vais essayer quand même de me procurer ces bouquins. Donc voilà, je me dis, par mois, il y a moyen que j'achète 2-3 livres,
comme j'en lis 8-10, le ratio est pas trop mal, donc ça va, je m'en tire pas mal. Donc il y a moyen qu'au moment de l'année, de la fin d'année scolaire, je sois peut-être un peu plus haut dans la palle, mais je vais refaire un no-buy cet été parce que ça fait du bien, les no-buy estivaux, ça dit. Ça fait du bien parce que ça permet de dégommer de la palle et en plus il n'y a pas de sortie l'été et la rentrée littéraire est plutôt fin août. Moi je guetterai la rentrée littéraire de l'Iconoclaste comme d'habitude. Cette année j'avais rien lu d'autre. Est-ce que j'avais lu autre chose de la rentrée littéraire? Si, je crois, Verseau, je sais plus, ou Cherche Midi, je me rappelle plus, mais en général je demande rien à part l'Iconoclaste, mais bon, ça j'ai même pas besoin de demander parce que je suis invitée très très gentiment à la soirée de présentation. Je vais passer un tunnel, je vous reprends juste après. Voilà, c'est plus sympa au jour. Et il y a un autre tunnel après. On n'est pas gâtés. Oui, donc je suis très gentiment invitée à la soirée de lancement de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. Et j'avoue que les trois, je les lis en général au mois de juin. Donc ça, c'est mon seul objectif rentrée littéraire, c'est l'Iconoclaste. Ça, c'est ma priorité. Pour le reste, c'est vraiment chill. Et je sais que l'été, je peux dégommer de la palle. Cet été est un été en famille. Donc je vais avoir du temps, je pense, pour lire et pour passer du temps aussi en famille. Mais vraiment, j'aimerais en juin me dire, allez, il me reste 10 livres à lire. Ça serait un kiff absolu. Mon modèle, c'est le grenier d'automne, qui n'a pas de palle. Voilà. Elle en a genre 2 ou 3 dans sa... Enfin, elle a 2-3 livres dans sa palle. Ça, c'est vraiment mon objectif, en fait. Et je ne pourrais plus être comme il y a quelques années où j'avais 30 ou 40 ou 50 livres dans ma palle, ce qui est peu pour beaucoup, hein, je sais, mais pour moi c'était déjà pas mal, et où je piochais dans la palle pour les challenges, pour le Cold Winter, pour le Pumpkin Autumn Challenge, en disant bah tiens je vais remplir les catégories, et je ne pensais pas à ne plus avoir de palle parce qu'à l'époque c'était pas du tout possible pour moi, parce que c'était le plaisir d'acheter des bouquins et puis après la culpabilité de oh là là j'ai trop de bouquins. Non, maintenant c'est non, je veux acheter consciemment les bouquins, je veux les programmer tout de suite, je veux les lire le plus rapidement possible pour me dire un jour j'ai plus de palle, je lis ma lecture en cours, je suis en train de terminer et je vais à la librairie qui est pas très loin de chez moi, j'ai la chance d'en avoir une, et de dire allez je vais choisir ma prochaine lecture quoi. Et ça serait vraiment mon goal ultime. C'est très personnel, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout comme ça et je le respecte et chacun fait comme il veut de toute façon. Mais vraiment la lecture pour moi reste un plaisir, même si c'est des lectures programmées, même si je veux plus de palle, même si voilà, c'est exactement ce qui me convient en ce moment. Donc je suis bien contente de ça et c'est cool. Voilà, donc niveau palle, voilà, non prioritaire, là les deux c'est livre pour les caméras et poussière blonde, donc ça fait moins 2 dans la palle non prioritaire. Le livre de Serena est dans ma palle prioritaire, donc il sort probablement cet après-midi. Demain, et demain aussi, jeudi, je sors Prête à tout de Joyce Maynard en papier et La femme de ménage à l'audio, donc hop, moins 2. Donc on arrive tout doucement à moins de 10 livres dans la palle et ça va être très très cool. Il y en a quelques-uns qui sont programmés encore au mois de mars. J'ai déjà ma pile à lire pour avril et d'ailleurs je vais passer aussi d'autres livres à l'audio, il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Mais voilà, j'ai super hâte de tout ça et je suis trop contente. Voilà, donc je vais vous retrouver un petit peu plus tard pour vous débriefer Vivre pour les caméras. Et puis je continuerai tranquillement, je vais continuer maintenant Poussière blonde et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Nous sommes jeudi matin, je vous prends 2 petites minutes pour vous dire que, alors déjà, j'ai terminé Vivre pour les caméras, ça peut pas être un coup de cœur, mais c'est un roman, c'est un récit absolument révoltant sur toute la télé-réalité, tous les coulisses de la télé-réalité, tout ce que ça a fait des gens et... Oui. Donc tous les coulisses de la télé-réalité, je pensais en connaître certains et il y a vraiment des sujets comme la chirurgie esthétique, la religion, j'hallucine totalement, c'est révoltant, et en même temps on l'a accepté quoi, quand cette télé-réalité a débarqué chez nous en 2001, on pensait pas que ça pouvait aller jusque là et ça va beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin, c'est poétique, c'est hyper poétique. Voilà, donc lisez-le, moi j'ai mis des post-it, j'en ai mis un sacré paquet et j'ai vraiment beaucoup aimé le style aussi de l'autrice, la manière dont elle a de raconter ça. C'est une enfant de la télé-réalité finalement, elle est née en 93, le Loft elle avait 18 ans quoi, enfin non, même pas, 8 ans, elle a 8 ans, pardon, moi j'avais 18 ans, mais
c'est absolument dingue. Et elle prend beaucoup de recul par rapport à ça. Elle a interviewé beaucoup de personnes. Elle s'est beaucoup renseignée. Elle a beaucoup de sources. Et c'est très, très intéressant. Donc vraiment, foncez si vous voulez un essai intelligent sur la télé-réalité. Je sais qu'il y en a d'autres. Elle cite Valérie Ray-Robert aussi, qui a écrit un essai aussi sur la télé-réalité qui doit être très, très intéressant. Qui s'appelle, est-ce que c'est La fabrique du sexisme ou un truc comme ça? Télé-réalité, La fabrique du sexisme, je crois. Ah, peut-être que c'est cité en source. Exactement, La fabrique du sexisme, de Valérie Ray-Robert. Elle cite Stella Laurie, bref, il y a plein de monde qu'elle cite. Alors, elle cite Nabila, effectivement, parce qu'elle parle de Nabila, mais pour critiquer un petit peu aussi le personnage. Donc voilà, beaucoup de chaînes YouTube, des podcasts aussi, des comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est pas des comptes d'influenceuses de télé-réalité, c'est vraiment des comptes, le compte de Valérie Ray-Robert, Ilana Weisman, tout ça, enfin voilà, des gens intelligents et intéressants. Donc voilà, mais très très bien, vraiment super bon essai, je suis très contente. Je savais qu'il allait me plaire, je pensais pas être sur certaines pages comme ça, mais très très bien, excellent. Du coup, j'avais un petit peu de temps, alors j'ai sorti hier Villa Gloria de Serena Giuliano. Je l'ai terminé dans la journée, je l'ai lu en une journée, il fait 193 pages, il est très très court et il est trop bien. Villa Gloria, c'est un lieu qui se trouve dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Oui, c'est là, voilà. Et Villa Gloria est tenue par Gloria et sa fille Iris. Gloria a 42 ans, sa fille en a 26, je crois. Et donc, elles tiennent cette maison d'hôtes et puis vont séjourner dans cette maison toute la semaine. Carla, qui ne parle pas, vous saurez pourquoi. Valentina et sa filleule, pardon, qu'on a vue dans le roman précédent. Il y a Gregorio, il y a un couple un peu mystérieux, et puis il y a d'autres personnes qui vont faire leur apparition comme ça, qui vont passer, qui vont sortir, qui vont revenir dans la vie d'Hérisée de Gloria. Je ne vous en dis pas plus, mais évidemment, on va passer un temps merveilleux avec ces personnes, on va beaucoup rire, on va être très émus aussi, et j'ai adoré, je l'ai dit à Serena, c'est ma petite bulle de bonheur chaque année, et je suis très très contente d'avoir pu le lire en avant-première, et d'avoir pu le lire tout court, d'avoir pu à nouveau être émue par le roman de Serena. Donc tous les ans c'est pareil, tous les ans c'est trop bien, j'aime tellement ces élancées italiennes, c'est génial. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez à la Villa Gloria, et puis si vous avez lu Felicita, vous retrouverez des personnages du roman précédent, donc c'est trop bien. Voilà, il sort aujourd'hui, on est le 13, et donc il sort chez Robert Laffont. Et puis voilà, c'est trop bien, un roman choral entre Iris et Gloria, donc c'est pas tantôt Iris qui parle, tantôt Gloria qui parle. Et c'est top, voilà, c'est trop bien, c'est trop doudou. Donc, aujourd'hui, j'entame la femme de ménage. Voilà, j'entame ça, ça y est. Je suis prête. J'ai peur. Non, j'ai pas peur, mais j'y vais neutre. Et puis je me laisse porter par l'histoire. Et je commence aussi dans mon prêt-à-tout de Joyce Maynard, qui est juste là-bas. Mais je vais prendre celui-là ce matin dans le sac. Et je vais voir si cet après-midi, je commence aussi le Joyce Maynard. Ce week-end, je ne suis pas là. Je vais prendre les deux, de toute façon, parce que j'aurais pas fini les deux, je pense. Sauf si vraiment, j'ai pas mal de temps pour lire ce matin. Mais si vraiment, je sais pas combien on fait. Ah, 400. 400, 406, 409, 411, 412 pages. Je doute de lire 412 pages dans la journée. Donc je pense que je finirai demain, voire après-demain. Mais ce week-end, je vais peu lire. Peut-être le matin, je sais pas trop. J'aimerais à la fin du week-end avoir fini celui-là et bien entamer l'autre, parce que lundi, j'ai le portrait de mariage. Mais le portrait de mariage, je vais pouvoir le passer à l'audio. Donc ça va, ça ira. Donc si je passe le portrait de mariage à l'audio, ça veut dire que j'arrête ponctuellement Poussière blonde de Tatiana de René. Je suis à la page 175, je suis à la moitié déjà. Il s'écoute très bien, c'est assez intéressant et j'aime bien en savoir un peu plus sur Marilyn, mais j'ai encore envie d'en savoir plus, je vais le lire en voiture. Donc je ne m'arrêterai probablement pas là, peut-être qu'un jour je lirai Blonde de Joyce Carol Oates, mais pour le moment je suis bien dans ce bouquin. Voilà, rien dans la boîte aux lettres, j'attends rien, enfin si j'attends 2 sorties, une début avril et l'autre fin avril, donc potentiellement pas maintenant. Donc c'est bien, ça me permet de baisser un petit peu ma palle, non prioritaire et prioritaire, et c'est très bien.
sommes lundi matin, je viens conclure cette semaine de vlog un peu particulière. Un lundi matin, désolée, j'ai eu un week-end un peu chargé, je n'étais pas chez moi, comme vous avez pu le constater, j'étais à la montagne. J'étais au Val d'Alos, dans le sud, c'était dans le Mercantour. C'était très dépaysant, c'était pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie. Et c'était super, voilà. Donc j'ai fait de la raquette, c'est la première fois de ma vie dans la neige, sous la neige, sur la neige, sous la neige. C'était une expérience incroyable, très fatigante, c'était terrible de faire de la raquette de neige. C'était waouh, mais c'était incroyable, c'était fou, les paysages étaient magnifiques et c'était complètement dépaysant, donc c'était exactement ce qu'il nous fallait, c'était génial, voilà, c'était un très beau week-end. Niveau lecture, bah écoutez, j'ai presque fini Poussière blonde à l'audio, il me reste 50 pages à peu près. J'aime vraiment beaucoup cette histoire et j'ai hâte, alors je pense connaître le dénouement, voilà. C'est une belle histoire sur Marilyn et sur l'amitié entre une femme de chambre et Marilyn. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau sur cette lecture, à part, alors c'est pas une ombre, c'est juste quelque chose qui me touche pas, c'est le lien avec les chevaux, voilà, ça ne m'émeut pas, mais c'est bien fait, à l'audio ça passe très bien, c'est bien écrit, c'est curieux, je veux en savoir plus sur l'histoire de Marilyn encore, et on la voit à travers le prisme de Pauline, en fait, finalement, le point de vue de Pauline, pardon, et j'aime beaucoup, voilà, donc c'est une très bonne lecture, je suis bien contente de l'avoir sortie de Naples à l'audio, ça passe super bien, donc je pense en papier ça passe aussi très bien, il y a beaucoup de dialogues, et puis on voyage un peu dans le temps, entre les années 50, les années 60, l'histoire de Pauline, l'histoire de la mère de Pauline aussi, l'histoire un peu de Marilyn, mais de très loin, parce que c'est quand même une personnalité mondiale, donc elle est très secrète finalement, et elle s'ouvre un peu avec Pauline, et moi ce que j'ai beaucoup aimé à l'audio, c'est le début, la première rencontre, et la manière dont la narratrice parle, fait Marilyn. Elle a un air un peu aérien comme ça dans ses paroles, et une voix un peu voilée, et je pense que ça lui va très bien. Et quand elle raconte, quand Pauline dit qu'elle habite, enfin qu'elle est née à Paris, qu'elle a vécu à Paris, Marilyn dit « Ah, Paris !» Et on l'entend, enfin, moi je connais que cette image de Marilyn là, cette femme blonde, pulpeuse et très soignée et très belle. Et j'imagine tout à fait cette voix « Ah, Paris !» D'entendre ça, c'est hyper réaliste, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, à l'audio ça passe très bien. Donc Poussière blonde, il est sorti en poche, hein, donc n'hésitez pas si vous avez envie de craquer. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai lu. Je vous ai dit? Non. Je ne vous ai pas débriefé La femme de ménage. J'ai lu La femme de ménage. Ça y est, je fais partie du million de personnes à avoir lu La femme de ménage. Donc on est, je vous raconte l'histoire, vous la connaissez. Millie est une femme qui cherche, qui a fait de la prison et qui cherche un boulot. Et elle va se faire engager par la famille Winchester. Nina, la femme, et le mari Andrew. Et la petite fille s'appelle... La petite fille s'appelle, je sais plus comment. Coucou. Voilà. Bon bah je sais plus. Cecilia. Donc elle habite dans cette maison. Elle habite dans un grenier. Elle trouve ça un peu glauque parce que la maison est immense. Il y a même une chambre d'amis qui potentiellement n'est pas utilisée, donc elle aurait pu prendre comme chambre. Mais non, il décide de la mettre dans un grenier confortable ou pas. Et puis elle se dit, c'est quand même bizarre cette maison. Ce couple est un peu particulier, puis elle se rend compte que Nina est complètement tarée, la mère de Sissi, et la femme d'Andrew, parce qu'elle dit des choses, et puis une heure plus tard, ou le lendemain, elle les contredit totalement. Elle demande d'aller chercher sa fille à l'école exceptionnellement, et puis quand elle arrive à l'école, une des mamans dit « Ah non, en fait, le mercredi, je viens prendre Sissi parce que je l'emmène au judo avec une fille, tout ça. » Et elle appelle du coup Nina en disant « Écoutez, je suis embêtée, j'ai pas... Sissi m'a dit qu'elle avait judo. Ah, mais je vous ai jamais demandé d'aller chercher ma fille. » Ah, d'accord. Donc elle ne fait que se contredire. On a l'impression qu'elle est folle. Tout le monde autour d'elle, toutes les mamans disent « Ah non, mais vous savez, Nina, elle est un peu bizarre, elle est folle, quoi, elle est tarée. » Ok, donc toute cette ambiance un peu oppressante, Millie va vivre là-dedans. Et puis il va se passer tout un tas de choses. J'ai bien aimé. C'est cliché. Il y a beaucoup de clichés. Certains clichés sont utiles, d'autres absolument pas. Et je pense que ça fait un peu thriller grand public, avec une jolie petite révélation à la fin. Mais je trouve que dans cette révélation, il y a quelque chose qui n'est pas crédible pour moi. Je ne vais pas vous le dire, puisqu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas lu. Mais c'est la fin. Comment je peux en parler à ceux qui l'ont lu? Ça va être la résolution de l'affaire et le point de vue des flics. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais le point de vue des flics, j'ai pas trouvé ça crédible, en fait. Voilà.
Je me suis dit, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Donc voilà, intéressant, soulève des sujets intéressants à la fin, mais pas creusé quoi, très en surface. Voilà. Je l'ai lu, je n'irai pas la suite, je n'ai pas envie de retourner dans l'histoire de Millie, ça ne m'intéresse pas. Mais je l'ai lu, je suis bien contente de l'avoir lu. Et voilà, et j'ai mon avis. Donc faites-vous votre avis si vous ne l'avez pas encore lu. Je pense moi je l'ai passé à l'audio en partie, il passe très bien à l'audio. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est quand même un petit bébé de 400 pages, hein, donc, mais il se lit bien, il se lit vraiment, vraiment très bien. J'avais du temps pour lire la première fois, j'ai lu presque 200 pages d'un coup, je crois. Et c'était intéressant, c'était bien. Voilà. Sinon, j'ai commencé pour le week-end Prêt à tout de Joyce Maynard, que je n'ai pas encore terminé, et que je vais terminer, j'espère, aujourd'hui, qui est l'histoire de Suzanne. Alors, Suzanne est une jeune femme qui veut réussir dans la vie, qui me fait beaucoup penser à Cléo dans Célèbre de Maud Ventura. Elle a un but, elle veut être célèbre, elle veut réussir, elle veut faire de la télévision. On est dans les années, je sais pas, je pense qu'on est dans les années 80 peut-être. Il n'y a pas de téléphone portable, tout ça, donc peut-être 70-80. Et elle va épouser un homme qui s'appelle Larry. Et un jour, Larry va être retrouvé mort. On va accuser Suzanne. Ça, c'est la trame principale. Et en fait, ce roman est construit, c'est un roman choral qui va suivre plein de personnages. Donc quand j'ai vu tous les noms des personnages, je me suis dit, oh, je vais prendre des notes, je ne vais jamais en revenir. Et en fait, Joyce Maynard nous fait en sorte qu'on puisse reconnaître à chaque fois tous les personnages. Donc dès le départ, chaque personnage prend la parole, donc c'est que à la première personne du singulier. Au début, ça va être, il va y avoir la mère de Suzanne, il va y avoir Suzanne elle-même, il va y avoir le frère, il va y avoir 2 gamins, il va y avoir quelqu'un qui bosse pour la télé, qui va raconter son lien avec Suzanne. Donc en fait, tous les personnages gravitent autour de Suzanne, ils ont tous un lien avec elle, mais ils viennent tous d'horizons différents. L'autrice donc nous dit au début de chaque personnage, au début de chaque chapitre raconté par un personnage, alors moi, mon boulot, c'est de faire des castings pour recruter les personnes sur la chaîne télé. Ah, donc on se dit, ok, donc celui-là, il bosse pour la télévision, d'accord. Moi, j'étais au collège et puis, en fait, Madame Maréto, donc Suzanne, elle a débarqué pour vouloir faire un reportage, tout ça. Ok, donc lui, c'est un élève, d'accord. Et en fait, comme ça, les chapitres étant assez courts, ils font 2-3 pages, on revient à ces personnages et on sait qui ils sont. On les situe, même s'il y en a beaucoup, il y en a au moins 15, je pense. On les situe, on n'est pas perdu. Parce qu'on sait d'où ils viennent et quand ils prennent la parole, c'est très spontané. Il y a des paroles qui sont très jeunes, on va dire, des tournures de phrases qui ne sont pas très françaises, mais qu'on comprend. Enfin voilà, genre j'ai pas compris, c'est pas je n'ai pas compris, c'est j'ai pas compris. Ça reste assez familier, mais on sait que c'est peut-être une personne un peu plus jeune qui prend la parole, par exemple. Voilà, donc on suit plein de gens et on va découvrir à travers l'histoire de ces personnes-là, l'histoire de Suzanne, les non-dits, les rumeurs. Et il y a Suzanne qui prend la parole aussi, qui donne sa version de l'histoire. Et la seule personne qu'on n'entend pas, c'est Larry, le mari de Suzanne qui est retrouvé mort. Donc là où j'en suis, il y a quand même une des révélations. Donc j'ai l'impression de savoir où on va, mais je me méfie quand même. Là, je rencontre un nouveau personnage qui est l'inspecteur Mike Warden. J'en suis à ce chapitre-là. Donc j'imagine qu'il va y avoir encore d'autres points de vue, encore d'autres sons de cloche. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que à partir du noyau Suzanne et Larry qui va se faire assassiner, on développe toute une panoplie de personnages autour d'eux et plein de sons de cloche et de points de vue différents qui gravitent autour d'eux et qui vont avoir pour point central leur relation. Et en même temps, il va y avoir plein d'hypocrisie, plein de « ah ouais mais il paraît que machin ». Et donc tous ces non-dits-là vont aussi graviter et vont faire malheureusement la réputation de ce couple-là et de cette femme-là qui veut absolument réussir. Et on se dit « ouais mais elle veut tellement réussir que en fait à la mort de son mari elle est prête à se faire interviewer parce qu'elle va passer à la télé quoi ». Donc elle est tout à fait jugée par rapport à ça. Et donc c'est le jugement des gens par rapport à une personne. C'est très intéressant. J'aime bien. Pour l'instant, c'est pas mon préféré. Donc j'ai lu Où vivaient les gens heureux, Les filles de l'ouragan. Je crois que c'est mon 3e. Mais je crois que j'en oublie encore un. Non, je crois que c'est le 3e. Les filles de l'ouragan, Où vivaient les gens heureux, et celui-là. J'ai l'impression que c'est le 4e. Qu'est-ce que j'ai lu de Joyce Maynard? La honte. Ils sont là-haut, c'est le 10-18. Non, je crois que c'est Les filles de l'ouragan. Oh, je sais plus. Aidez-moi. Bon, bref, si vous le savez, vous le savez. Et du coup, c'est pour l'instant celui que j'aime le moins, mais je l'aime bien quand même. Où vivaient les gens heureux, il n'y a pas plus haut en fait, hein, dans mon estime, on le sait. Mais voilà, Les filles de l'ouragan, j'avais vraiment adoré. Mais si, j'en ai lu un autre, c'est quoi? Mince. Bref. Tant pis. Bon.
En tout cas, voilà, c'est une très très bonne lecture. J'ai hâte de savoir la fin finalement. Et les filles qui l'ont lu avec moi, en lecture commune, on fait pas mal de lecture commune, on dit ouais, c'est incroyable, la fin est dingue quoi. Donc je me dis, la fin est dingue, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un truc. Et je me dis, vu que Larry, il prend pas la parole, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc de temporalité? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bref, donc j'en suis là. Et après, je commence le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. J'ai trop hâte, c'est mon roman historique pour Mars au féminin. Alors ça, je vais le mettre dans les romans noirs de Mars au féminin parce qu'il est un peu noir quand même. Celui-là aussi, c'est mon roman noir. Poussière blonde, il n'était pas prévu. Donc, donc voilà, c'est un roman écrit par une femme. Et le portrait de mariage, roman historique, on est avec Lucrèce de Médicis en... Oula, je ne sais pas quand on est... On doit être en 1500 quelque chose, j'imagine. Est-ce qu'il y a une date? Oui, tout à fait, 1560. Âgée de 15 ans, Lucrèce de Médicis quitta Florence pour entamer sa vie maritale auprès d'Alfonso II d'Este, duc de Ferrare. Moins d'1 an plus tard, elle serait morte. Une fièvre putride fut officiellement désignée comme cause de la mort, mais la rumeur court toujours qu'elle a été assassinée par son époux. Oh! Ça, c'est la note historique, c'est le début. Hein, je ne savais point tout ça, dites donc. Donc on est en 1560, formidable. 1561. Ok, Lucrèce installe à la longue table de dîner une table au plateau lisse et miroitant comme de l'eau, recouverte de plats de coupes retournées d'une couronne de sapin tressé. Trop bien. J'ai trop hâte. Donc je vais le passer à l'audio parce que je voudrais finir celui-là. Et qu'après, je lis l'espace d'un an dans la semaine. Là, il fait presque ça. Oui, il fait quasiment 500 pages. Donc il va me tenir fortement la semaine et fortement sûrement la semaine prochaine aussi. Je lis aussi en lecture commune, donc je vais être un peu plus lente que les autres. Si j'ai le temps, si vraiment je vois que j'ai le temps, je le continue en papier. Parce que ça, je le finis aujourd'hui. Donc potentiellement mercredi, je prends les transports, je peux prendre celui-là en papier. Et normalement, jeudi, je reprends l'espace d'un an que j'avais commencé par erreur, que j'avais lu 20 pages. Je les relirai peut-être en diagonale pour les... Mais je crois que j'ai noté le nom des personnages. Donc ça va. Et puis voilà. J'ai reçu dans la boîte aux lettres un livre. Je crois que c'est Nami. De ce que je vois au niveau du format. Absolument. Ah, elle est belle la couverture. C'est La fille du bus 88 de Freya Samson. Il sort quand? Il sort quand? Je n'en sais rien. Donc il y a des avis de toutes les copines. Et il n'y a pas le mien parce que c'est un roman auquel je n'ai pas tellement accroché. Voilà. Il plaira à beaucoup. Il a plu à toutes les lectrices Nami. Elles ont adoré. Donc vraiment, c'est un beau roman. Moi, il y a des choses que je n'ai pas trouvé crédibles. Est-ce que je voulais la... Oui, de toute façon, oui, c'est dans les sorties. Depuis l'étage du bus à l'Impérial, Libby Nichols observe la ville de Londres défiler sous ses yeux. Sa vie en miettes a tout juste 30 ans, seule et au chômage, elle ne sait plus ce qu'elle attend de l'existence. Plongée dans ses pensées, elle est soudain interrompue par un vieil homme qui entame la conversation. Lorsque Frank commence à lui raconter son histoire d'amour perdu, ce rendez-vous manqué à la National Gallery 60 ans plus tôt avec une jeune femme rencontrée dans ce même bus, oh, elle est trop longue cette phrase, et ses journées passées à arpenter la ligne de 88 dans l'espoir de la croiser, elle est bouleversée. Déterminée à aider Frank à retrouver son grand amour avant qu'il ne soit trop tard, elle comprend qu'il est aussi temps pour elle de vivre pleinement sa vie plutôt que de la regarder passer. Un roman touchant au charme so british qui nous rappelle que les rendez-vous manqués peuvent nous mettre sur le droit chemin. Voilà, c'est un beau roman, c'est une belle histoire et c'est bien. Voilà, moi j'ai juste pas trop accroché, je m'en excuse, c'est comme ça, j'y peux rien. Il est sorti en 2022 et là donc il sort. Quand est-ce qu'on devait rendre la chronique? Il doit sortir vers le 20 quelque chose, je pense. Ça devait être jusqu'au 26 novembre, donc ça doit être 26 mars, quelque chose comme ça, je pense. Voilà, c'est pas un tout petit, hein. Il fait 376 pages. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très belle, très british, très Notting Hill. Et elle est de qui cette couverture? Art Studio, d'accord. Voilà, merci Nami. Et puis, sinon à part ça, c'est tout. Je vous retrouve dans un prochain vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu avec un petit peu de neige. Et puis, de nouvelles lectures, de nouveaux audiobooks peut-être, de nouvelles réceptions, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous lisez pour ce mois de mars au féminin, cette semaine. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous allez lire prochainement? Et puis, on se reparlera bientôt aussi de Quai du Polar, parce que c'est bientôt, c'est dans 3 semaines? C'est dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines. Ça va être cool, ça va être trop bien. Donc, j'aurai largement le temps de vous en reparler en long, en large et en travers. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt.